Aujourd'hui débute notre émission, Les réalités de la vie. Tous les invités que nous allons recevoir sur ce plateau vont nous raconter des histoires vraies qui se sont déroulées dans leur vie. Il y a un adage qui dit « La vie est une rose, dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. » Accueillons notre premier invité. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. L'histoire que vous allez nous raconter est réellement ce que vous avez vécu. Oui. Nous vous écoutons. Je m'appelle Hermine. Raïssa, Jacob. J'ai 38 ans. Je suis mère de 2 enfants. Mon histoire commence depuis l'âge de 5 ans où j'ai été traumatisée pour la première fois. C'était une nuit. Pendant qu'on dormait mon frère aîné et moi. Tout d'un coup je me suis réveillée en sursaut. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine. Car j'ai entendu les cris et les pleurs de ma mère. Elle criait à l'aide. Mon père était en train de lui donner des coups. J'ai réveillé mon frère aîné. Et nous sommes restés éveillés. Tôt le matin mon père s'est apprêté pour aller au travail. Quant à ma mère, elle a soigné ses blessures qui étaient sur son visage. Et nous a accompagnés à l'école. Arrivée devant l'école, elle nous a serrés fort dans ses bras. En disant qu'elle nous aime de tout son cœur. D'habitude, à la pause de midi elle venait nous chercher pour aller prendre le déjeuner à la maison. Malheureusement ce jour-là, nous l'avons attendue, elle n'est pas venue. Nous avons attendu jusqu'à 13h. À notre grande surprise, c'est notre père qui est venu nous chercher. Et il nous a dit que notre mère est partie de la maison. J'ai pleuré car je n'allais plus jamais les revoir. Elle. Et ma petite sœur qui avait à peine 2 ans. Depuis le départ de ma mère. C'est notre père qui s'occupait de nous. 3 ans plus tard. Un jour pendant qu'on jouait dans le jardin public de notre quartier. J'ai aperçu une silhouette. Je me suis dit que j'avais des hallucinations. Car la personne que je voyais était ma mère. J'ai couru vers elle. J'étais tellement contente de la revoir. Je lui ai demandé si elle était venue pour rester ou repartir. Elle m'a dit que depuis son départ, mon père se rendait chaque week-end chez mes grands-parents pour la supplier. Donc elle est revenue à cause de nous. Quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte du benjamin de la famille. La famille s'est élargie. Nous étions 4 enfants désormais. Mon calvaire a commencé depuis l'âge de 9 ans. Mon père me mettait toujours à l'écart parmi mes frères et sœurs. Quand je faisais des erreurs, ma punition était sévère que celle des autres. Il utilisait le tuyau à gaz pour me chicoter. Après m'avoir donné plusieurs coups, il disait à ma mère d'écraser du piment. Il frottait la pâte de piment sur tout mon corps. Votre mère acceptait d'écraser le piment? Malheureusement oui. Quand elle refusait de le faire, il la battait. C'est vraiment méchant de sa part. Quand j'avais 12 ans, il est allé acheter un tableau au centre-ville. C'était la veille de Noël. De retour à la maison, il a déposé le tableau sur la table du salon. Et s'est précipité dans sa chambre. Quelques minutes plus tard il est sorti de sa chambre tout énervé. Il a appelé ma mère pour lui dire qu'il a perdu de l'argent et que c'est moi qui ai volé cet argent. Il est allé me trouver dans la cour et il m'a chicoté avec le tuyau à gaz. Et il a pris tous mes habits pour les mettre dans le WC. J'étais dans la cour, je pleurais. Quelques instants plus tard il a retrouvé l'argent. Mais le mal était déjà fait. Plus les années passent, plus mon père me détestait. Je ne comprenais pas pourquoi il se comportait ainsi envers moi. Est-ce qu'il vous donnait de l'argent de poche? Non. Quand j'ai eu mes premières règles, c'est ma mère qui m'a donné des morceaux de tissu pour que je puisse me protéger avec. Il ne la battait plus? Oui, mais rarement. Il passait son temps à l'humilier. Elle vendait des friandises. Souvent il allait l'insulter devant ses clients. Je souffrais. Ce qui faisait que je n'arrivais pas à me concentrer en classe. Mais je m'arrangeais pour avoir au moins la moyenne de 10 sur 20. Quant à mes frères et sœurs,
Ils étaient comptés parmi les premiers de leur école. Un jour il avait reçu mon bulletin du premier Pourquoi trimestre. tu as une 9 de moyenne sur 20? Tu ne vaux rien. Tu es très nul. Tu seras la dernière parmi tes frères et sœurs. Tu vas souffrir. Et te retrouver dans les quartiers précaires. Je ne sais pas pourquoi tu me traites ainsi. Quand je parle tu te tais. Ce jour-là, il m'a donné des coups. Quand il est allé chercher le tuyau à gaz, je me suis enfui de la maison. Je ne savais pas où aller. Quand il est revenu, il ne m'a pas trouvé au salon. Il s'est mis dans une colère. Où est Raïssa? Elle n'est pas ici. Vous n'avez pas vu Raïssa? Non. C'est toi qui as dit à Raïssa de s'enfuir. Non. Va me la chercher. Fais tout pour la retrouver. Où étiez-vous allé? J'étais au parc. Je suis resté au parc jusqu'à tard dans la nuit. Qu'est-ce que vous faites là? C'est sur ce banc que je dors. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Je vous en supplie. Ne me faites rien. Chut. Vous n'allez pas sentir de douleur. Je suis un expert. Je ne pouvais pas me défendre. Donc le pire est arrivé. Après avoir fini de satisfaire sa libido, il s'en est allé à grands pas. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Je suis rentré à la maison. Comment a réagi votre père quand il vous a vu? Il m'a donné des coups. Et m'a déshabillé pour me mettre nu. C'est vrai ce que vous dites. Oui, Où était votre mère, votre petite sœur, et vos frères, en ce moment-là? la scène s'est produite devant ma mère. Mes frères et sœurs étaient couchés. C'est pathétique. Mes menstrues ne sont pas venus pendant 4 mois. Je suis allé en parler à ma mère. Elle a eu la diarrhée en même temps. Après avoir fini de se soulager, nous sommes sortis de la maison. Nous allons aller dans un endroit calme. D'accord. Explique-moi. Tu te rappelles quand je me suis enfui de la maison? Oui. J'étais allé au parc. Il faisait nuit. Il y a un jeune qui est venu et il m'a... Raïssa. J'espère que tu n'es pas enceinte. Sinon nous sommes foutus. Allons dans une clinique dans l'immédiat. Nous nous sommes rendus dans une clinique. Après avoir fini de m'examiner et de faire une échographie, le gynécologue a annoncé à ma mère que j'étais enceinte. Qu'est-ce que ta mère a décidé? Elle m'a dit de ne pas enlever la grossesse et qu'elle était prête à assumer les conséquences. Comment elle allait faire pour s'en occuper? Puisque tu as mentionné qu'elle vend des friandises sur une petite table. Mon père continuait d'être sévère avec moi. Mais il n'a jamais su que j'étais enceinte. Tes frères et sœurs étaient au courant. Oui. C'est quand j'ai eu 8 mois de grossesse que mon père a su que j'étais enceinte. J'ai appris que tu es enceinte. Sors de ma maison. Va retrouver l'auteur de ta grossesse. C'est bizarre. Ce jour-là, il ne m'a pas frappé. Je suis sorti de la maison. Je ne savais pas où aller. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez une tante ou un oncle? Ils venaient rarement à la maison. Et je ne savais pas où ils habitaient. J'ai marché pendant longtemps. J'étais très fatigué.
Je me suis assise auprès d'une vendeuse de fruits. Quand il a fait nuit, elle m'a dit de rentrer à la maison et que la rosée n'était pas bon pour moi et le bébé. Je lui ai dit que mon père m'avait chassé de la maison et que je ne savais pas où passer la nuit. Elle a eu de la peine pour moi. C'est ainsi qu'elle m'a dit qu'elle habite dans une maison en bois qui se trouve dans un quartier précaire. Et que si ça ne me gêne pas, je peux aller passer la nuit chez elle. Je lui ai dit que je n'allais pas passer une nuit, mais plusieurs nuits. 2 semaines plus tard, je ne me sentais pas bien. La dame qui m'avait hébergé était allée en voyage. Je me suis donc rendu dans l'endroit où ma mère vend ses friandises, car j'avais besoin d'argent pour aller à l'hôpital. Elle n'était pas là. Sa table était vide. Je me suis renseigné auprès des femmes qui vendaient à côté. Elles m'ont dit qu'elles ont appris que ma mère est gravement malade, et qu'elle est allée au village pour se faire soigner. Je me suis dit comment elle peut tomber gravement malade subitement. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous n'avez pas mentionné dans votre histoire comment vos frères et sœurs réagissaient quand votre père vous frappait. Tout ce que je subissais ne les intéressait pas. Comment ils se comportaient envers vous à la maison? Mon père les a interdits de parler avec moi, ni de s'approcher de moi. C'est bizarre. Pourquoi ils mettaient la différence entre vous? Est-ce que vous avez demandé à votre mère pourquoi votre père vous marginalisait? Oui. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas pourquoi il me traitait ainsi. Il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire. Vous êtes la cadette. Oui. Nous avons tous le même père. Et la même mère. Vous savez pourquoi elle aussi il la frappait? Il s'énervait pour un oui ou pour un non. Il commençait à l'insulter. Et lui donnait des coups. C'était pareil pour moi. Continuez votre histoire. Je n'avais pas d'argent, sinon j'allais me rendre au village dans l'immédiat pour voir ma mère. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai commencé à avoir des contractions. Les douleurs étaient tellement fortes que j'étais obligé d'emprunter de l'argent avec la voisine pour me rendre à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'étais en train de perdre les os. Une sage-femme m'a conduite dans la salle d'accouchement. Et elle m'a demandé où est le trousseau de naissance. Car je devais accoucher dès les minutes qui suivent. Je lui ai dit que je n'ai rien envoyé. Elle est donc sortie de la salle d'accouchement. Quelques minutes plus tard, quand elle est revenue, j'ai accouché. C'était un garçon. Ils ont déclaré le bébé prématuré. Car j'ai accouché à 8 mois 2 semaines et qu'il fallait qu'on le mette dans une couveuse dans l'immédiat. N'ayant pas les moyens, j'étais obligé de rentrer à la maison avec mon bébé. La sage-femme m'avait donné quelques habits pour lui. Quand j'étais dans le taxi, je pleurais car je ne savais pas comment tenir. Laver. Habiller un nouveau-né. Ma mère, qui devait être auprès de moi, était gravement malade. C'est la voisine qui s'est occupée de moi et le bébé pendant quelques jours. Jusqu'à ce que ma tutrice rentre du voyage. Et la santé du bébé? La voisine m'avait montré une technique. Elle dit que c'est son arrière-grand-mère qui lui avait montré cette technique pour maintenir un bébé prématuré au chaud. Et ça marchait bien. Les femmes du quartier m'ont fait des dons d'habits, de savon, et bien d'autres choses. Et aussi une enveloppe d'argent. Quand mon bébé a eu 3 semaines, je me suis rendu au village pour aller le présenter à ma mère. Arrivé dans la grande cour familiale, mon oncle m'a conduit dans la chambre où était ma mère. Elle était couchée sur une natte. Elle était devenue très maigre. Quand elle m'a vu, elle s'est levée pour s'asseoir. Je lui ai donné le bébé. Elle a commencé à le caresser. Et elle m'a demandé comment il s'appelle. Je lui ai dit qu'il s'appelle Maël. Elle l'a serré dans ses bras en pleurant. Quand elle pleurait, je lui ai dit ces paroles. Maman, ne pleure pas. Je sais que tu vas guérir. Tu vas t'occuper de ton petit-fils. Je vais chercher du boulot. Et nous allons vivre ensemble.
Je suis resté auprès d'elle pendant quelques heures. Tout d'un coup il a commencé à pleuvoir. C'était une forte pluie. Elle m'a dit si la pluie cessait il fallait que je rentre et que je ne devais pas passer la nuit au village avec le bébé. Je lui ai dit que j'ai compris et que j'allais revenir la voir dans quelques jours. 2 jours plus tard, pendant que j'étais en train d'allaiter mon bébé, 3 femmes sont venues voir ma tutrice. Après avoir fini d'échanger avec elle, ma tutrice a pris mon bébé. 2 femmes m'ont attrapé. Et l'une d'entre elles m'a annoncé le décès de ma mère. Après les obsèques de ma mère, mon père m'a demandé de rentrer à la maison pour que je m'occupe des tâches ménagères. J'ai accepté. Quand il me donnait de l'argent pour faire le marché, je m'arrangeais pour garder un peu de pièces de monnaie que j'économisais pour subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils Maël. C'était la rentrée. Je pensais qu'il allait m'inscrire pour que je reprenne mes études. Mais il ne l'a pas fait. Je suis resté à la maison pendant 4 ans. Je m'occupais toujours des tâches ménagères. Votre père faisait quoi comme travail? Il était cadre à la fonction publique. Il avait les moyens pour prendre une servante. Pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce que vos frères et sœurs vous aidaient dans les tâches ménagères? L'aîné avait fini ses études et il a eu du boulot. Il louait un studio. Les 2 autres sont devenus des étudiants. Ils vivaient en résidence universitaire. La dame qui vous avait hébergé, est-ce que vous lui rendiez visite souvent? Oui. Un jour je suis allé la voir. Elle m'a dit qu'elle allait arrêter de vendre les fruits et qu'elle allait s'installer dans une autre ville pour travailler dans une structure faîtière. Est-ce que votre père continuait de vous frapper? Non. Mais il passait son temps à me maudire. En disant que je n'allais jamais réussir. Et que je serais la dernière parmi les enfants. Pourquoi il peut vous dire ce genre de paroles? Quand mon fils Maël a eu ses 5 ans, il a fait son extrait de naissance et l'a inscrit dans une école primaire. Un jour mon père est venu avec une femme. Il me l'a présentée comme étant sa nouvelle compagne. Je ne sais pas ce qu'il a dit à cette dernière mais elle me détestait. Les 2 ont commencé à me maltraiter. Plus les années passaient, plus les choses allaient de mal en pire. Mon père et sa femme passaient leur temps à m'humilier devant mon fils. Maël était devenu un grand garçon. Il avait 11 ans. Un jour pendant que je me rendais au marché, j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Ce dernier m'a proposé un boulot de femme de ménage à l'étranger. Il était responsable d'une agence de recrutement. Il m'a dit qu'il s'occupait de mon passeport y compris le billet d'avion, mais à condition que je travaille pendant 6 mois sans toucher mon salaire. J'ai accepté sans réfléchir. Et il m'a donné son numéro de téléphone. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à mon père. Mais il a refusé. J'en ai parlé à Maël. Il m'a dit de partir. Qu'il ne veut plus me voir souffrir. Et que je ne devais pas m'inquiéter pour lui. J'ai effectué le voyage un mois plus tard. Quand je partais, Maël était en classe de 6e. Il avait 11 ans. Je n'avais pas de ses nouvelles pendant 1 an. Je me suis inscrite sur un réseau social. Dieu merci j'ai retrouvé une camarade de classe de seconde. Je lui ai fait une demande d'amie. Après avoir fini d'échanger avec elle, je lui ai expédié de l'argent pour qu'elle achète un téléphone pour Maël. Elle a accepté et elle lui a remis le téléphone. C'est ainsi que lui et moi sommes rentrés en contact. Maël m'a dit qu'après mon départ mon père et sa compagne se sont séparés. Et que c'est lui qui s'occupait des tâches ménagères. Je lui ai donné des conseils. Je l'appelais de temps en temps. Un jour j'ai tenté de le joindre. Son téléphone ne passait pas. J'étais très inquiète. J'ai donc appelé ma camarade de classe. Après s'être renseignée, elle m'a dit que mon père avait confisqué le téléphone de Maël. J'avais de la peine pour lui.
À chaque fois que je voulais parler avec lui, j'appelais mon ancienne camarade de classe, pour qu'elle lui prête son téléphone jusqu'à ce qu'il soit en possession d'un nouveau téléphone. 2 ans plus tard, j'ai annoncé à Maël que je devais me marier. Quelques mois après mon mariage, je suis tombée enceinte et j'ai accouché d'une fille. Un jour, j'ai reçu le message d'une dame du quartier. Elle m'a dit de faire tout mon possible pour venir récupérer mon fils car mon père le maltraitait. Qu'au lieu de prendre une servante, c'est Maël qui faisait la cuisine et s'occupait des tâches ménagères. Et qu'il passait son temps à le frapper. Elle a aperçu plusieurs fois Maël dehors tard dans la nuit. Quand elle lui demande, il lui dit son grand-père l'a mis dehors. J'ai appelé Maël pour lui demander pourquoi il ne m'avait rien dit. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je sois triste à cause de lui. Je lui ai dit qu'il se concentre sur ses études pour avoir le bac. Comme ça il pourra venir me rejoindre. Si je comprends bien, votre fils subissait le même sort que vous et votre mère. Malheureusement oui. C'est quelle histoire ça? Ce que je vous raconte est mon histoire. Je n'ai rien inventé. Pourquoi vous voulez attendre que votre fils ait son bac d'abord avant de vous rejoindre? C'est à cause de la langue qu'on parle dans le pays où j'étais allé à l'aventure. S'il venait, il allait reprendre depuis la maternelle. Chaque jour j'appelais Maël. Je lui donnais des conseils. Quand il est arrivé en classe de terminale, il était le premier de sa classe. Malheureusement, il a échoué au bac. Je lui ai dit de reprendre la classe de terminale. Parce que je voulais qu'il ait le bac. Pour que je puisse l'inscrire dans une université privée. J'étais toujours en contact avec lui. Je l'encourageais à étudier. Il me disait que le comportement de son grand-père le perturbait. Car il passait son temps à le frapper et à le maltraiter. Et de surcroît, c'est lui qui préparait et s'occupait des tâches ménagères à la maison. Après sa deuxième compo du bac, on était dans l'attente des résultats. J'ai appelé mon père, je lui ai dit que j'aimerais que Maël vienne passer les vacances avec moi. Il m'a dit à condition qu'il ait le bac. 2 semaines plus tard, les résultats du bac sont sortis. Maël et moi ont été au téléphone jusqu'à ce qu'il arrive dans son centre où il a composé. Tout d'un coup il a raccroché. Quelques minutes plus tard il me rappelle, pour me dire que son nom ne figure pas sur la liste des admis. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Qu'il ait le bac ou pas. Ma décision est déjà prise. Il viendra me rejoindre. J'ai appelé mon père, je lui ai dit que Maël a échoué et que cela ne va pas l'empêcher de voyager. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit de faire ce que je veux. C'est ainsi que j'ai envoyé l'argent à Maël de faire son passeport. Et d'acheter son billet d'avion. Quelques jours avant son départ, il est tombé gravement malade. Il a même été hospitalisé. Je ne pouvais plus le joindre. Donc j'étais obligé d'appeler mon père pour savoir si l'état de santé de Maël s'améliorerait. Il m'a dit le mieux est que j'annule le voyage. Je lui ai dit que ça ne sera pas possible. Et que le billet a été déjà acheté. Dieu merci. J'ai pu joindre Maël 2 jours avant son départ. Je lui ai dit de faire tout possible pour se rendre à l'aéroport pour ne pas rater son vol. Le jour de son départ, nous étions au téléphone. Jusqu'à la salle d'embarquement. Je suis allé l'attendre à l'aéroport le lendemain matin. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressentais ce jour-là. J'ai fait 10 ans sans voir mon fils. Lorsque je l'ai revu, il était devenu un jeune homme. Arrivé à la maison, je l'ai présenté à sa sœur et à son nouveau papa. J'étais heureuse ce jour-là. Mais je sentais la tristesse sur le visage de Maël. Il vivait avec un traumatisme. Je lui ai demandé de se vider en m'expliquant tout ce qui s'était passé chez son grand-père. Pour que je puisse l'aider.
Il avait peur de me dire toute la vérité. Sûrement la situation qu'il a vécue doit être pire que la vôtre. Avec le temps, il a fini par m'expliquer. Il m'a dit que mon père l'avait tellement maltraité qu'il avait envie de se suicider. Chaque jour, j'essayais de l'aider à oublier. Quand la rentrée est arrivée, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire comme filière. Car je voulais l'inscrire dans une grande école privée. Il a fait son choix. Mon mari est allé prendre les renseignements dans une grande école privée. Il y avait des documents à fournir. J'ai appelé mon père pour qu'il m'expédie certains documents, ainsi que la photocopie de sa pièce d'identité. Il a refusé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai donc appelé la dame du quartier pour lui demander si elle pouvait avoir le numéro de mes frères et sœurs. Dieu merci. Elle a pu avoir leur numéro. J'ai donc appelé l'un d'entre eux pour lui demander certains documents. Il a refusé. Et il m'a dit que je veux gâcher l'avenir de Maëlle, comme j'ai gâché la mienne. Vous avez appelé les deux autres. Non. J'ai donc demandé à la dame du quartier de me mettre en contact avec l'éducateur de l'école où Maëlle a fréquenté. C'est ce monsieur qui a accepté de nous aider. Il a pu avoir tous les documents, y compris la photocopie de la pièce d'identité de mon père, qui était dans les dossiers de Maëlle à l'école. Et il me les a expédiés. C'est ainsi que mon mari a pu inscrire Maëlle dans une grande école privée. Chapeau à vous, madame. Merci monsieur. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je me pose toujours ces questions. Pourquoi mon père ne m'aimait pas? Pourquoi c'est moi qu'il maltraitait parmi mes frères et sœurs? Pourquoi il me marginalisait? Bonsoir chaleureux public. Soyez les bienvenus à notre émission. Les réalités de la vie. Comme vous le savez, dans cette émission, tous nos invités relatent les événements qu'ils ont vécus. Nous allons recevoir un monsieur qui a décidé de nous raconter son histoire. Mesdames et messieurs, recevons maintenant notre invité de ce soir. Monsieur Bernard. Bonsoir Monsieur Bernard. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu. Merci. Cette histoire que vous allez nous raconter est réellement ce que vous avez vécu. Oui madame. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? C'est un poids que je porte depuis des années. Je veux en parler publiquement pour tourner la page. C'est bien. Nous vous écoutons. Quand nous étions petits, ma jumelle et moi, on vivait avec nos parents dans un bidonville. Mon père était un ouvrier. Et ma mère fabriquait des pots en terre, qu'elle vendait à des kilomètres de notre lieu d'habitation. Un soir, mon père est rentré très épuisé du travail pénible qu'il faisait. Il a dit à ma mère qu'il sentait une forte douleur au niveau de sa hanche. Ma mère est donc allée chauffer de l'eau pour lui faire un massage. Quand elle est revenue le rejoindre dans la chambre, elle a trouvé mon père allongé au sol. Elle a appelé au secours, mais c'était trop tard. Mon père était déjà décédé. Ma sœur jumelle et moi avions 8 ans. Ça a été un coup dur pour nous. On ne pouvait pas imaginer qu'on n'allait plus jamais le revoir. Après le décès de mon père, ma mère n'avait pas les moyens de payer le loyer et de s'occuper de nous. C'est ainsi que nous sommes partis vivre chez notre grande-mère, qui était déjà très âgée et vivait seule dans une petite maison au village. On dormait à même le sol. C'était très difficile d'avoir un repas dans la journée.
On pouvait lire la souffrance sur notre visage. On avait tous perdu des kilos. On portait des vêtements usés. Je pensais tous les jours à mon père. Il n'était pas riche. Mais au moins, quand il était là, on mangeait à notre faim. Son absence nous a vraiment détruit la vie. Quand la rentrée scolaire est arrivée, ma mère n'avait pas les moyens de nous inscrire. Elle s'est rendue chez le frère aîné de mon père, qui habite dans un quartier huppé de la ville. Il savait que notre père était décédé, et qu'on vivait dans des conditions très difficiles. Je suis venu te voir. Parce que j'ai besoin d'argent pour payer la scolarité des enfants. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je t'en supplie, aide-moi. Je ne fais pas d'œuvre de charité. Sortez de ma maison. Aie pitié de mes enfants orphelins. S'il te plaît. Tu veux que je vous fasse sortir de force? J'ai fondu en larmes, j'ai eu vraiment très mal, car je savais qu'elle souffrait, à cause de nous. La seule question qui m'était venue à l'esprit ce jour-là, c'est: qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie? Si c'est pour vivre, dans l'humiliation et la misère, je vous avoue, que je n'avais plus envie de vivre. Mais quand je pensais à ma mère, je me disais que je devais me battre pour la sortir de cette situation. La vie n'avait pas fini de nous donner des coups. À l'âge de 10 ans, une nouvelle situation tragique vient bouleverser notre vie. Un jour, pendant que ma mère vendait ses pots en terre sur le trottoir, elle a été percutée par une voiture. Le chauffeur a pris la fuite en laissant ma mère au sol. Elle avait les 2 jambes fracturées. N'ayant pas les moyens pour envoyer ma mère à l'hôpital, ma grand-mère a demandé de l'aide à toutes les personnes qu'elle connaissait dans le village. Mais les gens lui ont fait des promesses sans suite. Ma mère souffrait de douleurs atroces. Elle ne dormait pas les nuits. Elle passait tout le temps à pleurer. Je ne pouvais plus supporter de la voir souffrir. J'ai décidé d'aller faire le boulot de porteur de bagages, des femmes qui revenaient du marché, pour qu'on puisse avoir un peu d'argent pour acheter ses médicaments. Je n'avais pas assez de force. J'étais encore petit, les bagages étaient parfois très lourds. Mais quand je pensais à la souffrance de ma mère, je n'avais pas d'autre choix. À mon retour les soirs, j'avais tout le corps qui me faisait mal jusqu'aux os. Malgré tout l'effort que j'ai pu faire pour soigner ma mère. 6 mois après son accident, elle est décédée. On était tous seuls, ma petite sœur et moi, car ma grand-mère avec son âge ne pouvait plus faire grande chose. C'est ainsi que nous sommes devenus orphelins de père et de mère. On était désormais livrés à nous-mêmes. Ma sœur jumelle était très fragile et ma grand-mère était épuisée avec la vieillesse. Désormais toutes les charges reposaient sur moi. Je n'avais que 10 ans. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Je faisais toutes sortes de boulots. Aide-maçon. Livreur de journaux. Cordonnier. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tous ces boulots me fatiguaient, et je ne gagnais pas assez d'argent pour m'occuper des charges de la maison. C'est ainsi que je suis devenu un délinquant. J'ai commencé à voler dans les gares avec un groupe d'amis. Je ne dormais plus à la maison. Je venais tous les jours juste pour voir ma sœur et ma grand-mère. Et profiter pour leur donner de l'argent pour qu'elles puissent acheter la nourriture. J'avais pris plaisir à voler, car j'arrivais à avoir de l'argent, sans fournir beaucoup d'efforts. J'ai même commencé à faire des économies pour pouvoir inscrire ma sœur à l'école à la rentrée prochaine. Je ne voulais pas qu'elle devienne comme moi. Mon rêve c'était qu'elle continue ses études pour devenir une cadre supérieure. Une nuit, pendant que je m'enfuyais après avoir volé le sac à main d'une vieille dame, je suis tombé nez à nez avec la police. C'est comme ça que j'ai été arrêté, et conduit dans une prison pour mineurs. Quand j'étais en prison, je pensais à ma sœur, à ma grand-mère, et je me disais: pourquoi j'ai fait ça? Comment elles allaient vivre? Après avoir passé un mois en prison,
Arrive enfin le jour de ma libération. J'étais très heureux, car j'allais voir ma sœur et ma grand-mère. Je m'attendais à ce qu'elles viennent m'accueillir. À ma grande surprise, les deux n'étaient pas là. Je me suis dit qu'elles étaient sûrement en colère contre moi. J'ai marché pendant quelques heures avant d'arriver à la maison. J'ai trouvé ma grand-mère qui était couchée. Lorsque je lui ai demandé où était ma sœur, ma grand-mère a commencé à pleurer. Elle m'a dit que ma sœur était décédée. Perdre son père, sa mère et sa sœur jumelle. C'est vraiment triste. Surtout que vous étiez encore mineur. Ça a été un coup dur pour moi. Jusqu'à ce jour je porte encore cette douleur en moi. Après le décès de ma sœur, j'ai décidé de me battre pour gagner honnêtement ma vie. Je faisais plusieurs petits boulots. Un jour, j'étais allé rendre visite à ma grand-mère. J'ai trouvé des personnes attroupées devant sa porte qui étaient en pleurs. J'avais compris que ma grand-mère était décédée. Me voilà désormais tout seul dans ce monde. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'aller à la capitale pour chercher du boulot. Pendant une semaine, j'ai fait le tour de la capitale, mais je n'avais pas encore eu du boulot. J'ai donc commencé à cirer les chaussures devant l'entrée d'un restaurant 5 étoiles. Après quelques mois passés en tant que cireur de chaussures, le gérant du restaurant m'a proposé du boulot. Je faisais la plonge. Un jour pendant que je faisais la vaisselle, le propriétaire du restaurant est arrivé. C'était ma première fois de le voir. Il m'a posé quelques questions pour mieux me connaître. J'ai profité de cette occasion pour lui expliquer ma vie, en long et en large. Après m'avoir écouté, on sentait la tristesse sur son visage. Il a eu de la compassion pour moi. À chaque fois qu'il était de passage au restaurant, il venait échanger avec moi. Un soir après le boulot, il m'a demandé de l'attendre. J'ai donc patienté. J'avais un peu peur, car je pensais que j'avais commis une erreur, et que j'allais être renvoyé. C'était le contraire. Il m'a félicité pour mon courage, et m'a proposé de m'inscrire dans un centre de formation professionnelle. J'ai accepté avec grand plaisir. Cet homme est vraiment généreux. En plus de ça, il m'a proposé d'aller vivre chez lui. Vous avez accepté. Oui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants que nous sommes. Un week-end dans l'après-midi, pendant qu'on suivait un match de football. Il est rentré dans sa chambre et est venu avec un album photo. Il m'a dit: j'ai aussi une douleur en moi, que je me demande si elle pourra passer un jour. J'ai cru qu'il souffrait d'une maladie grave. Il a ouvert l'album photo, et m'a montré la photo d'une dame et d'un adolescent. Ces deux personnes sur la photo sont ma femme et mon fils. Ils sont décédés. Mon fils avait ton âge quand il est décédé. La première fois que je t'ai vu, tu étais en train de cirer les chaussures d'un client devant mon restaurant. J'ai demandé au gérant de t'embaucher en tant que serveur. Je suis allé en voyage d'affaires, c'est pourquoi je ne venais pas au restaurant. À mon retour, j'étais surpris de te voir faire la vaisselle. Il m'a dit, c'est comme si son fils était revenu à la vie. Car il le voyait à travers moi. Quand j'ai fini mes 2 années de formation, il m'a confié la gestion de ses restaurants et hôtels, car il en avait plusieurs. Après une année passée à la tête de ses entreprises, il a fait de moi son héritier. Un jour, pendant que j'allais garer ma voiture, un monsieur s'est approché de moi. J'ai été un peu effrayé, car il n'était pas présentable. Il n'avait pas de chaussures aux pieds. J'ai pensé qu'il était un malade mental. Il voulait de l'argent car il avait faim. Je lui ai dit de m'attendre. Après avoir garé ma voiture, nous sommes rentrés dans le restaurant,
J'ai demandé au cuisinier de lui préparer un plat complet. Après avoir fini de manger, il est venu vers moi. Merci beaucoup monsieur pour le repas. J'ai bien mangé. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je vous ai offert ce plat. Je suis monsieur Alexandre Fred. Tonton Alexandre. Je suis le fils de votre petit frère défunt, Julien Fred. Je m'appelle Bernard, le jumeau de Bernadette. Vous vous souvenez de moi? Non. Ma mère était venue vous voir pour vous demander de l'argent pour payer notre scolarité. Ce jour-là nous étions avec elle au salon. Comment va ta mère? Elle a été percutée par une voiture. Elle est décédée, car on n'avait pas les moyens pour l'envoyer à l'hôpital. C'est à ma sortie de prison que j'ai appris le décès de ma sœur jumelle. Tout ça c'est de ma faute. J'aurais dû m'occuper de ta mère veuve. Et de toi et ta sœur jumelle. Aujourd'hui, je paie tout le mal que je vous ai fait. Je viens de sortir de la prison. J'ai tout perdu. Mes enfants et ma femme m'ont abandonné. Je dors sous les ponts. Il venait de sortir de prison après plusieurs années. Pour détournement de fonds, il ne savait pas où dormir. Je lui ai trouvé un logement et un boulot. Waouh. Vous êtes charitable. Merci de nous avoir raconté votre histoire. Je vous... De faire. Je cherche un document. S'il te plaît, ne fais pas ça. Notre fille a besoin d'aide. Je n'ai pas envie de la perdre. Je sais. On peut trouver une autre solution. Je ne pense pas qu'il ait une solution. Laisse-moi aller parler avec le docteur une dernière fois. Ok, c'est compris. Est-ce que tu peux m'accompagner? Non. Il faut que je trouve ce document. Je ne pense pas que tu puisses le trouver. Cela fait 17 ans que tu l'as rangé dans ce bureau. Et tu n'y es pas venu depuis. Je m'en vais. Je suis impatiente de la voir. Mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi? Je ne pourrai pas me contrôler à l'aéroport. Je préfère rester ici pour l'accueillir. Tu as parfaitement raison. Il ne faut pas attirer l'attention des gens. Vas-y maintenant mon amour. Ok, c'est compris mon cœur. Je suis sûr que c'est ma sœur qui sonne. Je vais lui ouvrir la porte. Dès que j'arrive à l'aéroport, je t'appelle. D'accord. Aujourd'hui est le grand jour. Tu vas enfin voir ta fille. C'est grâce à toi petite sœur. Pourquoi tu n'es pas allé la chercher à l'aéroport? Tu ne m'as toujours pas dit comment tu as fait pour savoir que j'avais une fille. Et comment tu as fait pour la retrouver? Je savais depuis longtemps que tu étais enceinte quand tu étais étudiante à l'extérieur du pays. Ah bon? Un jour j'ai surpris maman au téléphone. Elle te disait qu'elle ne dira rien à papa. À condition que tu fasses adopter ton bébé après l'accouchement. Si papa était au courant, il n'allait plus payer mes études. Et je n'allais pas devenir cette femme que je suis aujourd'hui. Quand tu as fini tes études, et que tu es rentré au pays, je te voyais toujours triste à la maison. Je savais que ton enfant te manquait. Avant de rentrer au pays, j'ai appelé sa famille adoptive pour leur dire que je voulais la voir. Le monsieur a accepté mais sa femme a refusé. Ça fait plusieurs années que je n'ai plus de leurs nouvelles. Il paraît qu'ils ont changé de ville. C'est après le décès de papa et maman que j'ai décidé de mener des enquêtes pour la retrouver. Peut-être que c'est moi qui étais destiné à la retrouver. Souris s'il te plaît, tu vas enfin voir ta fille aujourd'hui. Tu as dû dépenser beaucoup d'argent. Tu aurais dû m'en parler. Je voulais te faire la surprise. Dis-moi qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle se déplace pour venir me voir. Qu'en est-il de sa famille adoptive? Ce n'est pas important. L'essentiel est que je l'ai retrouvée. Je ne saurais comment te remercier.
Je dois aller faire des courses. Mais pourquoi tu ne restes pas? Je veux partager ce moment avec toi. Je vous laisse en famille. Tu es ma petite sœur. Ta présence est nécessaire. Je serai là dans l'après-midi. Je vais acheter un cadeau pour ma nièce. Tu es tellement adorable, petite sœur. C'est bien vous, Grace Vanessa. Oui, monsieur. Vous êtes différente sur la photo. J'ai changé de look. Je suis Jérôme. Le mari de votre mère biologique. Où est-ce qu'elle est? À la maison. Pourquoi il n'est pas venu avec vous? Soyez la bienvenue. Madame, j'ai déjà dit à votre mari que l'opération est obligatoire. Essayez de contacter d'autres spécialistes qui se trouvent à l'extérieur. Ils peuvent trouver d'autres moyens de traitement. Vous vous foutez de moi ou quoi? Pourquoi je vais contacter d'autres collègues? Vous savez combien d'années d'études j'ai fait. Sachez que je suis un spécialiste. Je suis désolé, j'ai tellement mal, je ne sais plus quoi faire. Votre mari m'a tout expliqué. Dites-lui la vérité. C'est compliqué. Rien n'est compliqué. C'est plutôt vous qui ne voulez pas que cette petite sache la vérité. C'est ce que mon mari vous a dit. Vous savez qu'elle souffre de ce mal depuis longtemps. Et vous avez laissé la maladie la ronger à petit feu. Elle a l'air en bonne santé depuis toujours. C'est lorsqu'elle est tombée dans les pommes que la maladie a été détectée après plusieurs analyses. Madame, s'il vous plaît, il y a d'autres patients qui attendent. D'accord, je reviendrai vous voir demain. Finissez de régler vos problèmes de famille d'abord. C'est dans cette maison que nous habitons. Vous avez une belle maison. Elle appartient à votre mère. C'est super. Bientôt cette maison sera à moi car je suis son héritière. Est-ce que vous pouvez prendre ma valise? J'ai mal au bras. D'accord. Bénédicte. Voici ta fille. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous laisser. Tu m'as tellement manqué. Tu es fier de ce que tu as fait? Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Non. Je ne voulais pas te faire adopter. Où est ma chambre? J'ai envie de me reposer. Voilà ta chambre. J'espère qu'elle te plaît. Pourquoi il n'y a pas de télé? Demain on ira ensemble pour t'acheter une télévision. Comme ça tu pourras faire ton choix. Non. Je la veux maintenant. Je ne peux pas dormir sans télé. Il se fait un peu tard. C'est mieux demain. Dans ce cas, je vais retourner chez mes parents adoptifs. Ils ont été très gentils avec moi. Ils me donnaient tout ce que je voulais. Tu vas occuper ma chambre. Je vais occuper la tienne. Et ton mari? Où est-ce qu'il passera la nuit? Dans la chambre d'amis. Allons dans ma chambre. J'ai enfin trouvé le document que je cherchais. J'ai fouillé dans l'annuaire téléphonique. J'ai noté les numéros de 156 personnes qui portent le même nom. Tu as du boulot à faire. On va essayer de les contacter ensemble. Si vraiment tu l'aimes, il faut accepter qu'on lui dise la vérité. Si elle l'apprend par une tierce personne, elle ne nous pardonnera jamais. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Comment tu vas ma grande? Le repas est prêt, tu peux aller te servir. Ok, c'est compris maman. N'oublie pas de prendre tes médicaments avant de manger. D'accord. Tu penses que tu pourras la retrouver? Oui. Si elle est encore en vie. Avec les numéros des 150 personnes qui portent le même nom. Tu es sûr que ça sera facile? Je compte dire la vérité à Esther ce soir. Ne fais pas ça. Ça fait longtemps que tu es là. Non, je viens à peine d'arriver.
Où est ma nièce? Elle se repose. Pourquoi tu fais cette mine? Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la peine pour ma fille. Je te comprends. J'espère qu'un jour elle me pardonnera. Est-ce que je peux la voir? Elle est dans ma chambre. Tu as bien fait. Elle sentira la chaleur maternelle. Quand elle dormira auprès de toi. Tu peux aller la voir. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait de mal. Chérie. Est-ce que je peux te parler? Vas-y, je t'écoute, mon amour. Ma fille passera la nuit dans notre chambre. Tu veux dire qu'elle va dormir sur notre lit conjugal? Si tu veux, on ira passer la nuit à l'hôtel. Ce n'est pas la peine. Ne te fâche pas s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Tu ne pouvais pas attendre ce soir, quand je vais rentrer du travail. J'ai beaucoup de boulot à faire aujourd'hui. Rentre à la maison. Non. Cela fait plusieurs semaines que tu essaies de contacter cette dame. Sur les 150 numéros. C'est 156 numéros. Peu importe. Sur les 156 numéros que tu as appelés, il n'y a que 20 personnes qui ont décroché. Certains numéros ne passent pas. Et d'autres n'ont pas décroché. Je vais insister jusqu'à ce que j'arrive à les joindre. Tu ne trouves pas qu'il est temps d'abandonner? On peut aller voir d'autres médecins. Je suis sûr qu'ils pourront aider notre fille. Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre que la seule solution c'est de retrouver cette dame? Comme l'a dit le docteur. Je vais t'empêcher de retrouver cette dame. On verra bien. S'il faille que je mette toutes mes économies, pour la retrouver je le ferai. Pourquoi tu ne veux pas me comprendre? C'est pour le bien de notre fille que je fais tout ça. Pourquoi tu préfères toujours occuper le siège arrière? Est-ce que tu avais un chauffeur à ta disposition quand tu vivais chez tes parents adoptifs? Je ne veux plus que tu me parles d'eux. Désolé alors. Où est-ce qu'on va? Nous allons faire des emplettes. Il est déjà 10 heures et tu n'es pas encore allé au travail. Tu fais exprès ou quoi? Tu sais très bien que cela fait 2 mois que j'ai perdu mon boulot. Ce n'est pas en restant à la maison que tu vas trouver un autre boulot. J'ai fait plusieurs entretiens d'embauche. J'attends qu'on m'appelle. Donc c'est ma sœur qui prend en charge toutes les dépenses de la maison. Tu profites bien d'elle. Regarde comment tu es rayonnant depuis que tu es devenu un chômeur. Ne me parle pas ainsi. Un homme qui ne veut rien faire. Qui attend qu'on lui donne à manger. Tu n'es pas différent d'un oisillon. Bien vrai que je ne travaille pas en ce moment. J'ai toujours participé aux dépenses de la maison. Heureusement qu'elle a retrouvé sa fille. Ma nièce va enfin profiter de l'argent de sa mère. J'ai des doutes sur cette fille. C'est méchant de ta part. Ma sœur a été malheureuse toute sa vie. Elle se culpabilisait d'avoir abandonné sa fille. Aujourd'hui elle la retrouve. Et tu parles de doute. Je vais lui demander de faire un test d'ADN. Si c'est à cause de ses biens que tu es jaloux, sache que c'est ma nièce qui va hériter de tous ses biens. Il faut un test d'ADN le plus tôt possible. Tu me fais honte, profiteur. Sors d'ici. Cette maison appartient à ma grande sœur. C'est plutôt toi l'étranger. Choisis des tenues. Je n'aime pas ce genre de style vestimentaire. En plus, ce ne sont pas des vêtements de marque. On ira dans une autre boutique alors. Maman. Qu'est-ce qui se passe entre papa et toi? Pourquoi vous vous disputez constamment? Ton père et moi nous traversons de moments difficiles. J'ai cru entendre papa dire ces paroles. Je vais lui révéler le secret. De quel secret il parle? Et c'est à qui il veut le révéler? Mon ange, est-ce que tu peux aller m'acheter du lait? Merci d'être venu aussitôt. Installe-toi. J'ai bien noté toutes les informations. Est-ce que tu as une photo d'elle?
Malheureusement non. Dans ce cas, tu vas me faire sa description physique, pour que je puisse faire un portrait robot. D'accord. Quelle est sa taille? C'est entre 1,65 m et 1,70 m. Quelle est la couleur de ses cheveux? Ses cheveux sont de couleur brun. Est-ce qu'il y a un signe particulier, qui pourra permettre de la reconnaître facilement? Elle a des petites taches brunes sur le visage. Tu as une idée de la couleur de ses yeux? Non. J'ai aucune idée. Avec ces informations, je vais faire un portrait robot, et commencer à mener les enquêtes. Je compte sur toi pour la retrouver. D'accord. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'autres informations. Ok, c'est compris. Fais ton choix. Qu'est-ce que tu as? Ton mari a tenu des propos blessants quand tu n'étais pas là. Il m'a même dit que je n'étais pas la bienvenue dans cette maison. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Je vais l'appeler. Mon amour, tu es venu aussitôt. Pourquoi tu as dit à ma sœur qu'elle n'était pas la bienvenue dans ma maison? Elle ment. C'est la dernière fois que tu tiens ce genre de propos. Assieds-toi. Je dois te parler de quelque chose de très important. Non. Tu n'as rien à me dire. Je m'en vais. Où est partie ma mère? Elle est allée rejoindre son soi-disant mari. Au lieu de la convaincre pour qu'elle fasse de toi son héritière. Maman. Est-ce que je peux partir au parc avec Liliane? Tu as demandé la permission à ton père, j'espère. C'est lui qui m'a remis de l'argent pour aller au parc. Ah bon? Il a reçu de la visite quand je sortais de la maison. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Merci beaucoup. Vous avez fait un excellent boulot. Les informations que j'ai reçues sont insuffisantes. C'est suffisant pour moi. Vous comptez vous rendre là-bas quand? Je vais d'abord me rendre dans une agence de voyage. Pour savoir s'il y a des places vides pour le vol de demain. Ok. Qu'est-ce qui m'arrive? Papa. Viens s'il te plaît. J'ai très mal à la jambe. Habille-toi, je vais t'accompagner à l'hôpital. Je ne peux pas me lever. Pourquoi tu ne viens plus à la maison? C'est à cause de ton mari. Il t'a présenté ses excuses. Je ne sais même pas ce que tu fais avec ce menteur. Vanessa vient de m'envoyer un message. Il a abusé de moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment tu as fait pour te retrouver dans notre chambre? J'étais en train de me laver. Il est allé me rejoindre dans la douche. Et il m'a soulevé. Allons dans ta chambre. Il t'a fait mal. Oui. Allons voir un gynécologue. Non. Je vais appeler mon médecin pour qu'il vienne t'examiner. Ton mari a abusé de moi. Et il fait semblant de dormir. Va le réveiller. Tu vas le mettre à la porte. Appelle Tata Dominique pour qu'elle m'accompagne à l'hôpital. Jérôme. 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 Prends tes affaires et sors de ma maison. Je demande le divorce demain. Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Pourquoi Bénédicte Laure veut demander le divorce? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est Vanessa? Elle se repose. C'est toi qui avais raison. Jérôme est un faux type. Nous sommes allés chez mon gynécologue. Il lui a prescrit des médicaments. J'ai peur qu'elle tombe enceinte après ce qui s'est passé. Vous allez divorcer quand? Je lance la procédure dès demain. Il faut que tu fasses de Vanessa ton héritière le plus tôt possible pour qu'elle puisse te pardonner. Car si elle est dans cet état, c'est de ta faute. Maman. Où est parti papa? Il est allé en voyage. Je sais que vous me cachez un secret. Ce qui se passe entre ton père et moi n'a rien à voir avec toi. Ah bon? Mais pourquoi il dit qu'il va me dire la vérité? Je vais te remettre des documents que tu vas signer. Tu vas hériter de tous mes biens. Je suis occupé. Passe après pour prendre les papiers de divorce. Je ne veux pas divorcer. Ne me fais pas sortir de mes gonds. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu prennes cette décision. Je vais sortir. Non, reste. Jérôme. Sors d'ici. Cela fait une semaine que je suis à sa recherche. Il y a une jeune dame qui gère un restaurant. Elle porte le même nom. Est-ce qu'elle a des taches brunes sur le visage? Elle utilise beaucoup de fond de teint. Donc je ne peux pas savoir si elle a des taches brunes ou pas. Je vais aller la voir quand même. D'accord, je vous dépose devant le restaurant. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Je veux parler à madame Bénédicte Laure. Mon nom c'est Laure Bénédicte. Souvent les gens se trompent. Il m'appelle Bénédicte Laure. Je suis monsieur Ghislain Florent. J'ai quelques questions à vous poser. Ok. Je suis fier de toi. Merci tata. Dis-moi, ils ont signé les papiers de divorce. Oui. Que comptes-tu faire maintenant? J'ai une cliente qui est la présidente de l'association des femmes à la recherche de leurs enfants. Ah bon? Que ce soit des enfants volés, des enfants disparus ou adoptés. Elle pourra vous aider. Comment elle est? C'est une très belle femme. Elle est riche. Elle est célibataire de surcroît. Vous serez son beau prince charmant. Est-ce que je peux avoir son adresse? D'accord. Vas-y, je t'écoute. Je suis venu te dire au revoir. Tu n'avais pas besoin de te déplacer pour ça. J'ai eu du boulot. Je m'en contrefiche. Je vais t'envoyer mon adresse et mon nouveau numéro par message. Sache que je t'aime toujours. Si un jour tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Je vous écoute. Je suis à la recherche d'une dame qui a fait adopter son enfant quand elle était étudiante dans le pays où je réside. Comment elle s'appelle? Bénédicte Laure. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis le père adoptif de sa fille. J'aurais appris qu'elle a retrouvé sa fille grâce à sa petite sœur. Je dois la voir urgemment. Elle faisait partie de mon association. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec elle? Elle a été affectée dans une autre ville. Donnez-moi le nom de la ville. Et de l'entreprise où elle travaille, je vais m'y rendre dans l'immédiat. J'ai eu une journée très chargée aujourd'hui.
Tu vas me faire un virement sur mon compte bancaire. D'accord. Je vais utiliser cet argent pour payer la caution de mon mari. Où est-ce qu'il est? En prison. Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là-bas? C'est une longue histoire. Je n'ai pas besoin de tous ces millions. Tu peux les utiliser pour régler tes problèmes. Bonsoir Madame Bénédicte Laure. Bonsoir monsieur. Vous ne me reconnaissez pas. Non. Je suis Monsieur Ghislain Florent. Ce nom me dit quelque chose. Je suis le père adoptif de votre fille. Monsieur Ghislain Florent. Ça fait des années que je vous cherche. Merci à vous et à votre femme d'avoir accepté que ma fille vienne vivre avec moi. Je dois vous parler, c'est urgent. Entrez s'il vous plaît. Vanessa est sortie. Elle est allée chez ma petite sœur Dominique. Celle qui vous a retrouvé. Je ne connais pas de Vanessa. Ni de Dominique. Vanessa est votre fille adoptive. Non. Ma fille adoptive s'appelle Esther. J'ai une photo d'elle. Est-ce que je peux garder cette photo? Oui. Elle souffre d'une maladie. Cette maladie dont elle souffre est héréditaire. Vous êtes venu avec elle? Non. Vous rentrez quand? Demain. J'irai avec vous. Dominique. Vanessa et toi vous vous êtes bien foutu de moi. Vanessa n'est pas ma fille biologique. Dites-moi toute la vérité. Sinon j'appelle la police. Madame, je suis innocente, c'est votre sœur qui a tout manigancé. C'est une menteuse. C'est elle qui s'est fait passer pour ta fille et je l'ai cru. Vanessa. Allons au poste de police. Je vais vous dire toute la vérité. Un jour j'ai reçu l'invitation de votre petite sœur sur un réseau social. J'ai accepté. On s'écrivait souvent. Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider à devenir riche. J'étais hésitante au début. Mais elle arrivait à me convaincre. Elle m'a dit qu'elle a sa grande sœur qui était à la recherche de sa fille biologique. Pour faire d'elle son héritière. Et que je devais me faire passer pour elle. J'ai accepté. C'est ainsi qu'elle a acheté mon billet d'avion. Dominique. Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça. En ce qui concerne votre mari. C'est elle qui m'a donné un somnifère pour que je puisse mettre dans son thé. Vous êtes sadique. Rien ne s'est passé entre lui et moi. Est-ce que vous pouvez reporter votre voyage? J'ai légué tous mes biens à cette fille qui s'est fait passer pour ma fille biologique. Je dois refaire des documents demain. D'accord. Merci beaucoup monsieur. Que comptez-vous faire d'elle? Je ne sais pas encore. Papa m'a appelé avant d'embarquer. Pourquoi tu es triste? Je t'aime de tout mon cœur. Tu es la meilleure maman du monde. Sache que je serai toujours à tes côtés. Une épaule sur laquelle t'appuyer. Une oreille pour t'écouter. Pourquoi tu me dis ce genre de paroles? Comme si c'était un adieu. Où vas-tu? Je vais acheter des croissants. Tu sais très bien qu'on ne doit pas sortir de cette maison jusqu'au retour du voyage de ta grande sœur. Nous sommes dans le pétrin à cause de toi. Ta sœur a engagé 2 mecs très costauds pour nous surveiller. Ils sont devant la porte.
Installez-vous. Je vais aller chercher du rafraîchissement. D'accord. Papa. Tu m'as manqué. Moi aussi, ma grande. Allons au salon, je vais te présenter à quelqu'un. Madame Bénédicte Laure. Je vous présente Esther. Bonjour madame. Mon bébé. Esther. Madame Dominique Laure est ta mère biologique. Non. Elle ne peut pas être ma mère biologique. Tu plaisantes. Qu'elle sorte d'ici, je ne veux pas la voir. C'est ainsi que je suis sorti de la maison. Son père lui a expliqué comment elle a été adoptée. Et pourquoi il a voulu me retrouver. Après l'avoir écoutée, elle s'est enfermée dans sa chambre. Je suis revenu le lendemain pour qu'on parte ensemble à l'hôpital. Sa mère adoptive ne m'adressait pas la parole. Elle me regardait méchamment dans la salle d'attente. Dieu merci, tout s'est bien passé. Nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain matin, j'ai pris mon vol. J'appelais souvent Monsieur Ghislain Florent pour avoir des nouvelles d'Esther. Dieu merci, elle va bien. Mon ex-mari et moi nous nous sommes réconciliés. Quant à ma petite sœur, et Vanessa, je n'ai pas déposé de plainte contre elle. Il paraît que Vanessa vit toujours chez elle. Un jour, pendant qu'on était dans la chambre, quelqu'un sonna à la porte. Esther. Quelle surprise. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Oui madame. Je suis venue passer quelques jours avec vous. Sois la bienvenue ma fille.